La prévention, c'est le seul moment où on peut vraiment sauver une vie. Derrière ma santé, il y a toujours un lien avec la santé communautaire. La meilleure pratique, c'est celle qui marche. Travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile. C'est tout l'enjeu de savoir comment on adresse la prévention pour que chacun se sente concerné et puisse passer à l'action. Bienvenue dans Agir pour prévenir, le podcast santé de la Fondation April. Chaque mois, nous rencontrons une personnalité dont le témoignage vient apporter un autre regard sur la prévention et la promotion santé, notamment grâce à l'apport des sciences comportementales. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Enguerrand Durosquat de Santé publique France. Enguerrand Durosquat, bonjour. Bonjour. Enguerrand Durosquat, vous êtes psychologue, docteur en psychologie sociale et chercheur associé au laboratoire parisien de psychologie sociale de l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Vous êtes aujourd'hui responsable de l'unité de méthodologie de la direction de la prévention et de la promotion santé de Santé publique France, après avoir été responsable de l'unité santé mentale de 2016 à 2023. Tout à fait. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Santé publique France ? Donc Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique qui a été créée en 2016. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les grands champs d'action de Santé publique France ? La surveillance, également l'alerte quant à la santé de la population, la prévention et la promotion de la santé, et également la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. Et ce sont aussi, en tout cas je ne sais pas sur l'ensemble des missions ou sur certaines missions, des choses qui sont très en coordination avec des équivalents en Europe notamment. Il y a une dimension internationale aussi, oui, bien sûr, de coopération. Il y a une dimension internationale, c'est-à-dire qu'on est en relation étroite. On a une direction scientifique internationale, par exemple, au sein de l'agence, et effectivement, qui est en relation étroite avec tous nos homologues étrangers. Donc on a un réseau des agences de santé publique qui est européen et international, donc avec lesquels on travaille, on échange très régulièrement. Et puis on fait partie également de nombreuses sociétés savantes internationales qui permettent également d'échanger notamment les dernières données de recherche dans le champ de la santé publique et de la prévention. D'accord. Si on zoome sur la mission prévention, promotion de la santé, est-ce que vous pouvez nous dire là quelles sont les grandes priorités de Santé publique France ? Alors les grandes priorités, elles évoluent selon les situations, selon les données de surveillance dont on peut disposer. Selon également des demandes au niveau de la société civile, par exemple. Donc tout ça est pris en compte. Mais de façon générale, les priorités vont s'appuyer sur ce qu'on appelle le calcul du fardeau des maladies. Donc là, on a deux grandes catégories d'indicateurs qui sont mobilisés. Ça va être la mortalité. Donc d'aller voir quelles sont les situations ou les phénomènes ou les problèmes qui vont causer le plus de mortalité. Et puis également ce qu'on appelle la morbidité. Donc là, ce sont les maladies. Donc, si on regarde les données globalement en termes de mortalité ou même de morbidité, on va bien sûr retrouver les habitudes de vie, avec tout ce qui va être consommation d'alcool, consommation de tabac, etc. Donc, ils sont des contributeurs extrêmement importants à la mortalité, mais également à beaucoup de pathologies. Donc, on peut penser au cancer, on peut penser aux maladies cardiovasculaires. Donc, on va avoir comme priorité effectivement la question des habitudes de vie, les addictions, également tout ce qui va être activité physique, nutrition. Sont des éléments prioritaires au regard de la charge et du fardeau qui vont peser sur l'ensemble de la collectivité. Et puis également la santé mentale, qui est un sujet extrêmement important. Alors les gens ne meurent pas de santé mentale, évidemment, mais ils vont avoir une espérance de vie qui va être extrêmement réduite du fait d'habitudes de vie dégradées, et donc ils vont mourir beaucoup plus tôt, par exemple d'accidents aussi cardiovasculaires ou encore de cancer. Et une donnée qui est assez peu connue, c'est que c'est le plus gros budget de l'assurance maladie, devant les cancers et devant les accidents cardiovasculaires. C'est les coûts associés aux problématiques de santé mentale qui pèsent le plus lourd en termes de budget sur l'assurance maladie. Et alors, en fonction de ces priorités, vous menez des grandes campagnes d'information. On connaît notamment Moi sans tabac, par exemple. Comment vous évaluez aussi l'efficacité ou les résultats peut-être de ces grandes campagnes ou d'autres dispositifs ? Je pense à Manger Bouger, par exemple. Alors, on a plusieurs façons de le faire. Alors, déjà, il y a l'élaboration des dispositifs en fonction des priorités. Donc une fois qu'on va avoir des priorités qui sont fixées, donc essentiellement via nos données de surveillance et via le fardeau,
de certaines problématiques pour la collectivité. Là, la première étape va être d'aller identifier nos cibles en termes d'intervention. Donc nos cibles en termes d'intervention, c'est quelles sont les populations qui sont les plus en difficulté vis-à-vis de certaines problématiques, afin de pouvoir les cibler et les rejoindre de façon efficace. Et puis, l'autre question qu'on va se poser, c'est sur quel levier il va falloir intervenir ou jouer pour pouvoir améliorer la situation. Donc, dans ce cadre-là, on va conduire des études, des grandes études épidémiologiques, qui vont permettre d'aller identifier quelles sont les populations prioritaires pour les problématiques de santé identifiées. Et derrière, également, d'aller conduire des études pour aller regarder, parmi l'ensemble des facteurs associés ou des facteurs de risque qui pourraient contribuer à ces comportements défavorables à la santé ou à ces pathologies, donc lesquels justement contribuent le plus pour pouvoir en priorité intervenir sur ces facteurs-là. Donc ça va nous donner une idée des grandes cibles d'intervention en termes de population et de leviers ou de déterminants à cibler dans nos interventions. Alors ça peut être de la communication, mais ça peut être également des interventions qu'on va pouvoir conduire dans les milieux de vie, en crèche, en PMI, dans les écoles, etc. Bon, mais une fois qu'on connaît nos cibles d'intervention, ça ne nous dit pas encore quelle est la bonne façon d'intervenir pour améliorer la situation. Donc en général, dans ce cas-là, on va mobiliser ce qu'on appelle la littérature scientifique, c'est-à-dire les publications internationales qui sont publiées donc dans des revues qu'on appelle à comité de lecture, c'est-à-dire que ce sont les pairs PIRS, d'autres chercheurs qui vont finalement valider la bonne qualité d'un papier scientifique et autoriser sa publication. Donc là, on va regarder quelles sont les catégories ou les types d'interventions qui, dans la littérature scientifique, ont montré une efficacité pour les populations et pour les problèmes de santé sur lesquels on va travailler. Donc ça va nous permettre d'identifier quelles sont les meilleures interventions à développer pour faire face à une problématique de santé pour une population spécifique. Et enfin, la troisième étape, ça va être l'intervention. Donc évidemment, si les interventions les plus pertinentes sont des interventions qui nécessitent un contact avec les publics, et donc d'intervenir dans les milieux de vie, que ce soit l'hôpital, l'école, les crèches, etc., là, on va développer des partenariats avec les administrations ou les professionnels qui sont au contact de ces publics-là. Quand ce sont des interventions qui ont été conduites à l'étranger, il va y avoir des phases d'adaptation nécessaires pour les rendre davantage compatibles à la culture française, également au mode d'organisation des différentes administrations françaises. Et donc là, on va pouvoir conduire des expérimentations avec nos partenaires pour pouvoir ajuster et adapter ces interventions. Une fois qu'on a ajusté et adapté ces interventions, on va les déployer à plus large échelle pour pouvoir évaluer leur efficacité, notamment s'il n'y a pas eu d'évaluation qui a été faite dans le contexte français. Et une fois qu'on a des résultats positifs, par exemple, d'évaluation, là, tout l'enjeu, et c'est souvent la phase la plus compliquée, va être de pouvoir déployer le plus largement ce type d'intervention. Et quand il va s'agir de campagnes de communication, les campagnes de communication vont plutôt avoir un effet, on va dire, sur des déterminants socio-cognitifs, c'est-à-dire d'attitudes motivationnelles, de normes sociales, voilà, qu'on va avoir identifiées comme étant impliquées dans les comportements de santé qu'il va falloir modifier. Donc par exemple, si on prend le tabac, parce que je crois qu'on a parlé de mois sans tabac, on va pouvoir faire des études pour aller regarder qu'est-ce qui, dans les motivations, les capacités ou les opportunités des individus, quelles sont les variables ou les facteurs qui sont le plus associés à l'adoption des comportements. Donc ça peut être par exemple l'arrêt du tabac. Donc s'agissant du tabac, on a pu voir que la connaissance des risques est aujourd'hui connue de tout le monde et c'est pas ça qui va faire la différence sur l'arrêt ou non du tabac. Donc on va être plutôt sur d'autres aspects motivationnels, par exemple de normes sociales, avec tous les travaux autour de la dénormalisation du tabac, rendre le tabac moins, on va dire, sexy et avoir une image moins favorable vis-à-vis du tabagisme. Et on a bien vu que la grande difficulté, ça va être d'implémenter, en tout cas de mettre en œuvre l'arrêt et de maintenir ou soutenir cet arrêt-là. Donc c'est pour ça que, par exemple, le mois sans tabac va s'appuyer sur des stratégies, finalement, de motivation sociale de groupe. On va tous s'arrêter en même temps. Publiquement, on dit qu'on va tenter de s'arrêter, on s'inscrit au programme, voilà. Et ensemble, on va essayer d'arrêter et de maintenir cet arrêt-là. Donc ce type de stratégie aura été identifié au préalable par une connaissance de la littérature scientifique et par des études qu'on aura pu conduire, qui vont nous permettre justement d'identifier quels sont les bons leviers sur lesquels il faut essayer de travailler et quels sont ceux qui peuvent être accessibles ou travaillés par exemple par une campagne de communication en direction du grand public. Et après, vous m'avez également posé une question sur l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est un sujet complexe, on peut évaluer beaucoup de choses.
Peut-être qu'on peut déjà parler de l'évaluation d'efficacité parce qu'in fine, c'est ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire de pouvoir avoir la meilleure efficacité possible de par nos interventions. Donc dans ce cas-là, ce sont des choses assez simples en sciences. C'est-à-dire qu'en général, pour pouvoir, on va dire, donner les preuves de l'efficacité d'un programme, il faut pouvoir avoir fait des mesures avant le programme, après le programme pour voir s'il y a eu des changements, et pouvoir comparer ces évolutions au sein d'un groupe d'individus qui auraient été exposés à l'intervention, et de pouvoir les comparer à un autre groupe d'individus là qui n'aura pas été exposé à l'intervention. Alors concernant les campagnes de communication, c'est un petit peu plus compliqué parce que on n'a pas ce qu'on appelle nous l'ici et l'ailleurs, ou en tout cas l'exposé non exposé. Quand on a des campagnes nationales, par définition, tout le monde a été potentiellement exposé à la campagne. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller comparer des évolutions sur un certain nombre de déterminants ou de déclarations, par exemple, d'échantillons de la population sur des comportements d'arrêt ou sur des intentions d'arrêt. On va aller comparer le niveau de ces indicateurs en fonction du fait que les gens déclarent avoir été exposés ou non à la campagne. On peut aller regarder des effets un petit peu dose-réponse, c'est-à-dire que les gens qui ont été le plus souvent exposés à la campagne, peut-être ont fait le plus de tentatives d'arrêt ou ont maintenu le plus longtemps leur tentative d'arrêt. Donc ça, c'est des façons d'évaluer nos campagnes de communication. Mais aujourd'hui, ça reste difficile ou peut-être complexe d'aller mesurer le passage à l'action réellement, et notamment le passage à l'action ou le maintien dans la durée de l'action, ou c'est aussi des choses que vous pouvez faire? Alors, c'est des choses qu'on peut faire, notamment en suivant ce qu'on appelle des cohortes. C'est-à-dire ce sont des individus qu'on va suivre et interroger plusieurs fois, sur plusieurs années par exemple. Donc ça va nous permettre d'aller vérifier le maintien d'un certain nombre de comportements. Alors, c'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'il y a des biais. Effectivement, si vous avez répondu 3-4 fois au même questionnaire, évidemment, ça risque d'avoir un impact sur vos réponses. Et puis, de la même façon, il y a également des biais puisque quand on va regarder l'exposition aux campagnes, ceux qui vont avoir été le plus souvent le plus souvent exposés aux campagnes ont souvent peut-être des intentions d'arrêt ou des motivations déjà un petit peu différentes. Ce qu'on appelle les biais d'attention sélective. Si vous êtes intéressé par l'arrêt du tabac, il y a plus de chances que votre attention soit retenue par une communication qui va communiquer là-dessus. Bon, voilà. Mais ce sont quand même des indications de tendance, voilà, qu'il est absolument nécessaire de vérifier et qui nous permettent quand même effectivement d'aller apprécier l'efficacité des campagnes. Alors, vous nous avez expliqué que Santé publique France mène un certain nombre d'interventions avec plusieurs acteurs. Vous avez lancé cette année une plateforme, Repère Prév, qui recense un certain nombre d'interventions probantes et prometteuses, ou prometteuses et probantes, je ne sais pas dans quel sens il faut lire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette plateforme, quel est son objectif, à qui elle est destinée, nous dire quelques mots? Alors cette plateforme, elle a été développée parce que il y a un principe fort en prévention qui nous vient, comme souvent, des anglo-saxons, donc qui s'appelle « First No Harm ». Donc ça veut dire d'abord ne pas blesser ou d'abord ne pas empirer une situation, parce que les gens demandent pas forcément qu'on vienne intervenir. Donc si on intervient et que derrière on empire la situation, évidemment, ça n'est pas acceptable. Et donc c'est vrai que la prévention, c'est un domaine où les bonnes intentions ou même la connaissance des publics ne suffit pas toujours. Et donc on a beaucoup de travaux de la littérature qui ont montré des effets contre-productifs, notamment de certaines interventions de prévention. Alors ça, c'est des choses qui ont été très connues, notamment dans le champ des addictions, ou également dans le champ de la prévention du suicide. On a eu par exemple des campagnes américaines qui, à coût de billions de dollars, voulaient faire par exemple de la prévention de la consommation de cannabis, et avec des mécanismes derrière qui ont fait que finalement les intentions de consommer ont augmenté au sein de la population, pour des mécanismes tout simples qu'on aurait pu peut-être retrouver dans les littératures scientifiques si on avait une meilleure connaissance de ces mécanismes ou s'il y avait davantage d'évaluation, qui est que finalement, à tant communiquer sur ces questions de cannabis, ça a normalisé un petit peu le produit, ça a donné le sentiment à tout le monde que tout le monde consommait, et si tout le monde consommait, bon, voilà, pourquoi pas moi. Donc ça, c'est ce genre d'exemple. On a eu la même chose dans le champ de la prévention du suicide également, où on allait par exemple présenter des films à des classes dans des milieux scolaires, où on montrait des jeunes très sexy, très beaux, auxquels on avait envie de s'identifier, avec des musiques très chouettes, très sympas, et qui se suicidaient pour des raisons relativement mineures. Donc là, encore une fois, ça rendait davantage acceptable le comportement suicidaire. Donc là, encore, avec des effets, par exemple, contre-productifs. Donc dans cette idée-là, l'idée de cette plateforme de prévention va être d'aller favoriser une culture de l'évaluation
dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, et d'aller également favoriser le déploiement d'interventions efficaces dans ce domaine-là. Donc à qui s'adresse cette plateforme ? Elle va s'adresser essentiellement aux décideurs et aux financeurs qui ont pour mission de déployer la prévention et la promotion de la santé au niveau national ou au niveau régional, tels que par exemple les agences régionales de santé. Donc ça va leur permettre de pouvoir disposer d'un stock d'interventions qui ne seront pas toutes évaluées. Pour l'instant, rentrent dans le dispositif des interventions déjà qui sont bien décrites, donc qui permettent de les reproduire, dont les mécanismes d'efficacité sont également renseignés. Je fais ça parce que j'espère avoir un effet sur tel facteur qui lui-même aura in fine un effet sur un comportement de santé ou un indicateur de santé. Et puis évidemment, à un niveau supérieur, et c'est ça qu'on souhaite développer le plus possible, de pouvoir avoir là des interventions qui ont fait les preuves de leur efficacité, donc sur des comportements ou des indicateurs de santé. Donc ça s'adresse aux financeurs et décideurs qui ont vocation à déployer des dispositifs de prévention, ainsi que aux professionnels de la prévention qui déploient eux-mêmes des interventions pour faire face à certaines problématiques de santé dans certains milieux et pour certaines populations. D'accord. Donc c'est vraiment l'objectif principal de cette plateforme. Et vous allez suivre peut-être l'utilisation de cette plateforme par justement des acteurs de terrain et voir un peu quel suivi, quelle utilisation en est faite. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, nos clients, entre guillemets, ou en tout cas les futurs utilisateurs de la plateforme ont déjà été largement interrogés sur leurs besoins, sur leurs attentes. Donc ça, ce sont des contacts qu'on continue d'avoir et qu'on continuera d'avoir avec eux. Donc on aura également des éléments très informatiques, d'aller voir un petit peu le nombre de connexions, la progression du nombre de connexions à la plateforme, et puis également d'avoir un suivi vis-à-vis des utilisateurs, et notamment l'ensemble des associations ou encore les agences régionales de santé, ou d'autres administrations qui pourraient avoir comme mission ou qui ont vocation à déployer des dispositifs de prévention dans les milieux qu'elles administrent. D'accord. Là, on a parlé Santé publique France. Merci beaucoup. Je vous propose d'aller regarder un peu côté santé mentale, puisque vos travaux portent majoritairement sur ce sujet de la santé mentale et ça a été vos fonctions au sein de Santé publique France pendant plusieurs années. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous donner quelques chiffres ? Est-ce qu'on va bien en France aujourd'hui ? Alors, on va un peu moins bien, a priori, qu'il y a quelques années. Alors, la crise de la pandémie de la Covid-19, effectivement, a été un révélateur et un petit point de comparaison pour nous, en tout cas en termes d'épidémiologie et d'observation de l'état de santé de la population, entre les données dont on disposait avant et les données dont on disposait après. Donc, alors on peut dire que tout n'est pas catastrophique, et quand on parle de santé mentale, il y a à la fois du bien-être et puis à la fois du trouble et des pathologies. Bon, si on regarde le bien-être, on doit sans doute avoir, c'est pas tout à fait du bien-être, mais à peu près 80% des gens qui se déclarent satisfaits de leur vie. Et puis quand on regarde du côté des troubles, on a quand même des prévalences qui sont importantes et qui ont augmenté depuis l'épidémie de Covid et qui restent aujourd'hui à des niveaux élevés. Donc si on regarde les principaux troubles, il y a ce qu'on appelle les troubles courants et qui contribuent le plus au fardeau, au nombre d'années de vie perdues, par exemple, en bonne santé. Donc là, ce sont essentiellement les troubles dépressifs et les troubles anxieux. Là, on est à peu près entre 12 et 13% de la population qui est concernée par un trouble anxieux ou qui a été concernée par un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois. Donc ça, ce sont un peu les grandes tendances. Après, on suit également ce qu'on appelle les conduites suicidaires. Donc, on regarde les pensées suicidaires survenues au cours des 12 derniers mois. Et puis, on regarde également les tentatives de suicide, donc déclarées au cours de la vie ou au cours des 12 derniers mois. Si on regarde les pensées suicidaires, on a à peu près entre 3 et 4% à peu près de la population qui déclare avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Si on regarde les tentatives de suicide au cours de l'année, on est à peu près à 0,5% de la population, mais voilà, ce qui est déjà beaucoup. Et puis au cours de la vie, on est aux alentours des 7% de la population. Et alors, on le voit là, dans les quelques exemples que vous avez donnés, la santé mentale, c'est une notion qui est extrêmement complexe à définir, puisque c'est à la fois des troubles psychiques, pensées suicidaires, mais pour beaucoup de personnes, ça reste
plutôt troubles psychiques, alors que en fait, il y a une... c'est plus large que ça. Il y a une dimension positive qui, effectivement, maintient en bonne santé mentale, donc le bien-être. Est-ce que vous pourriez nous aider à définir un peu ce qu'est la santé mentale ? Alors, il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé sur la santé mentale, et donc qui définit la santé mentale non pas seulement comme l'absence de troubles, mais comme un état de bien-être, qui, en résumé, permet aux personnes, finalement, de s'épanouir, de faire face aux difficultés courantes de la vie, d'avoir un travail productif, ça c'est des choses qu'on peut discuter, ou d'apporter une contribution significative à sa communauté. Bon, en creux, ça veut dire également que dans le bien-être, il y a l'épanouissement, que la question du travail est importante, que la question de l'intégration et de l'utilité sociale également une dimension importante. Mais donc, par définition, la santé mentale est définie comme un état de bien-être. Et alors, la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2025. Est-ce que c'est le signe qu'elle est mieux prise en compte, à la fois par le grand public, les médias, les professionnels de santé et les pouvoirs publics ? Oui. Oui, le fait d'en faire une grande cause nationale, effectivement, c'est un signe. C'est également le témoignage de l'importance sociale qu'a pu prendre le sujet. Je pense qu'on parlait très peu de santé mentale, ou pas beaucoup, ou seulement de certains troubles psychiatriques ou psychiques avant l'épidémie de Covid-19. Et je pense qu'on s'est collectivement rendu compte au cours de la crise sanitaire qu'on avait effectivement tous une santé mentale qui était impactée par la situation, et que c'était également un sujet collectif. Et on a bien pu voir les restrictions, comme elles ont pu impacter effectivement la santé mentale, et différemment, selon les métiers qu'on pouvait occuper. Donc là, je pense qu'on a collectivement pris conscience, effectivement, de l'importance à la fois de la santé mentale, du fait qu'on avait tous une santé mentale, et qu'il y a une responsabilité collective également en termes de santé mentale. Et on a bien pu voir notamment que les mesures de contrôle, la façon dont elles ont pu impacter la santé mentale de la population. Donc oui, c'est réellement le signe d'une prise de conscience. Et puis pour vous donner un exemple aussi, la santé mentale, et pourtant je vous ai parlé des éléments de fardeau tout à l'heure, premier budget de l'assurance maladie, c'était la seule thématique qui ne disposait pas d'un programme de communication pérenne, et notamment du côté avant de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et aujourd'hui de Santé publique France. Donc on n'avait pas de chargé de communication et de programme de communication pérenne sur plusieurs années sur des questions de santé mentale, contrairement à ce qu'on peut connaître en termes d'activité physique, de nutrition, ou encore de tabac ou d'alcool. Et donc ça, c'est une mesure, ça a été la mesure numéro 1 des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui sont tenues, je crois, en 2021, donc suite à l'épidémie de Covid, et qui ont donné les moyens et la mission à Santé publique France de déployer, d'élaborer et de diffuser un programme national d'information sur les questions de santé mentale. Donc c'est très récent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails du coup sur ce programme, et puis sur peut-être d'autres mesures de prévention à la fois à grande échelle, au sens santé de la santé publique, et puis peut-être d'autres programmes de prévention que vous jugez intéressant de partager ? Oui. Alors par rapport à ce programme d'information et de façon plus large, en fait, on a pris beaucoup de retard pour les raisons déjà évoquées, que c'était pas un sujet vraiment sociétal, ça concernait que certains spécialistes, que certaines personnes qui avaient des troubles. Donc vis-à-vis de ça, on a pris beaucoup de retard en termes d'éducation à la santé mentale. On apprend très tôt à l'école comment fonctionne notre corps, notre système digestif, notre appareil respiratoire, etc. On n'apprend pas du tout comment fonctionne notre psychisme. Quand on a un problème de santé physique, on a des professionnels qui sont bien identifiés, on sait à qui on peut s'adresser. Et puis en général, si on a une douleur à une dent, on ne va pas attendre. Si possible, c'est mieux en tout cas d'avoir une rage de dents avant d'aller voir un professionnel. Et donc il y a tout ce chemin-là qui n'est pas encore fait pour la santé mentale. Et donc le besoin vraiment d'aller développer une éducation à la santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la santé mentale ? Comment est-ce qu'on peut en prendre soin ? Tout ce qu'on sait en termes de santé physique. Quand on est en difficulté, à quel professionnel on peut s'adresser ? Quels sont les types de soins qui peuvent être proposés ? Et en première intention, évidemment, des soins psychologiques. Et donc, il y a toutes ces informations-là et cette éducation à faire dans le champ de la santé mentale. Donc ça, c'est une dimension importante.
Donc si on parle un peu des programmes de communication, il y a quelques grands enjeux. Il y a effectivement la question de la santé mentale qu'on partage tous et des comportements favorables, tels qu'on peut les avoir pour la santé physique. Donc de faire connaître des comportements favorables à la santé mentale. Ça peut s'entretenir également, comme la santé physique. L'activité physique est impliquée là-dedans, la question des relations sociales est importante, la question de la nutrition, la question du sommeil. Donc on a tout un tas comme ça d'éléments qui vont contribuer à promouvoir et améliorer la santé mentale et qui sont évidemment à faire connaître. Un deuxième enjeu va être l'enjeu du repérage et de la prise en charge précoce. Donc effectivement, quand on a des difficultés, quand on a des symptômes qui commencent à arriver, une des priorités va être de pouvoir se faire détecter et prendre en charge précocement, comme pour un problème de santé physique. Donc les troubles s'installent, s'aggravent, se chronicisent et deviennent difficiles à traiter. Et on a beaucoup de psychiatres qui nous disent aujourd'hui, moi je reçois des jeunes, si j'avais pu les recevoir il y a 4 ans, voilà, on ne serait pas dans cette situation-là et on pourrait avoir une prise en charge et un accompagnement qui aurait été beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est un autre enjeu. Et puis le troisième grand enjeu, c'est autour on appelle le stigma. Alors il y a à la fois la question de la libération de la parole, mais sur le sujet même de la santé mentale, il faut qu'on en parle plus. Et évidemment sur les troubles et les personnes qui vont avoir des troubles. Et donc effectivement, quand on va avoir des troubles de santé mentale, même des troubles communs, anxio-dépressifs, on peut faire l'objet d'attitudes négatives, de discrimination, et encore plus pour des troubles qui sont réputés être ou qui sont effectivement plus incapacitants, tels que des schizophrénies ou autres, alors même qu'on a des individus qui ont ce genre de troubles et qui travaillent et qui peuvent être intégrés dans la société. Mais donc on va avoir des enjeux également de lutte contre cette discrimination vis-à-vis des personnes qui sont atteintes de troubles, et puis également de réhabilitation, ce qu'on appelle réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aménager les environnements, les milieux de vie, pour mieux les accueillir de façon plus bienveillante et mieux adapter éventuellement à leurs difficultés. Donc ça se peut être aussi bien au sein de la famille, du milieu du travail. La question du travail et de l'accès au travail est extrêmement importante. La question de l'accès au logement est également extrêmement importante. Et on a tout un tas d'expérimentations qui ont été faites en France pour Housing First, donc d'avoir déjà un toit comme préalable pour pouvoir effectuer un travail sur l'amélioration de ces troubles, la prise en charge de ces troubles par exemple. Donc ça, ce sont vraiment les 3 grands axes de communication, comportement favorable, repérage et prise en charge précoce, et également la lutte contre le stigma. Et puis après, sur d'autres dispositifs hors communication, ça commence tout au début de la vie. Donc la question des environnements favorables est extrêmement importante, parce qu'on vit dans des familles, on vit à l'école, on vit dans des milieux de garde, qui sont des milieux qui vont avoir une influence importante sur notre santé, parce qu'ils vont pouvoir soutenir le développement de nos compétences, par exemple, ou au contraire, ils vont être source de discrimination ou de violence, dont on sait qu'évidemment, elles vont avoir un impact extrêmement important sur la santé mentale des individus. Donc ça, ce sont des éléments forts à travailler, d'aller travailler effectivement sur les environnements et les milieux de vie. Et en termes d'intervention qu'on va pouvoir déployer ou implémenter, ça peut commencer très tôt. On va avoir des programmes, alors par exemple, qui ont été adaptés de l'étranger, comme le programme Panjo, qui vise à pouvoir détecter ou identifier, par exemple, des femmes enceintes vulnérables, parce que isolées, seules, parce que leur premier enfant. Et donc, par exemple, d'aller pouvoir effectuer des visites à domicile avec des puéricultrices, qui vont pouvoir déjà regarder un petit peu l'ensemble des problématiques pour pouvoir les décharger et les rendre plus disponibles et réduire le nombre de facteurs de stress pour qu'elles soient plus facilement en communication avec leur enfant. Et puis également aider à ces premiers contacts et à l'établissement de cette première communication et relation avec l'enfant, qui est fondamentale dans le parcours et le développement de la santé mentale, parce que cette bonne relation et le fait que l'enfant sente qu'il va être compris, que ses signaux sont décodés, qu'on va pouvoir y répondre favorablement, ça constitue une base sécurisante pour lui, pour pouvoir ensuite développer et aller un peu explorer le monde et pouvoir se développer efficacement. Donc on a des programmes qui démarrent dès la petite enfance. On a des programmes dans la petite enfance aussi, parce qu'on a beaucoup, notamment de familles, qui sont un petit peu désarçonnées ou en grande difficulté par rapport à l'éducation de leurs enfants, et qui peuvent se confier à des éducateurs, à des enseignants, etc. Donc on a développé par exemple des programmes comme le programme PSFP dans les villes, et donc là qui visent à organiser des ateliers entre les enfants et les parents, avec plusieurs familles, et donc ils vont se réunir par exemple 2 heures, et ils vont travailler les situations problématiques sous la forme de jeux de rôle.
ce qu'on appelle un peu le développement, le soutien des compétences psychosociales. C'est comme dans toute formation. Finalement, on va se mettre en scène, ça va être de la simulation, des simulateurs, voilà, qui vont nous permettre effectivement de prendre conscience d'un certain nombre de choses, d'ajuster nos comportements. Donc on a ce type de programme où les familles vont se retrouver, donc les enfants vont travailler un certain nombre de situations avec un animateur, les parents de la même chose, et donc ils vont travailler ces situations sous la forme de jeux de rôle qui sont problématiques et qui créent et qui génèrent des conflits. Et puis après, ils se retrouvent tous ensemble pour retravailler encore ces situations-là. Et donc là, on a pu démontrer une amélioration de la santé mentale des enfants et puis également celle des parents. En milieu scolaire, il y a pas mal d'opportunités également pour développer ou soutenir ce développement des compétences psychosociales. Quand on parle de compétences psychosociales, ce sont des compétences cognitives, intellectuelles, capacité à résoudre des problèmes, par exemple, des choses comme ça, qui sont traditionnellement développées, ces capacités intellectuelles au sein de l'école. Ce qui est beaucoup moins développé, qui va avoir une influence extrêmement importante sur la santé mentale des individus, sont les compétences émotionnelles, gestion de ses émotions, et les compétences relationnelles et communicationnelles. Voilà. Et donc de la même façon, notamment dans le champ de la prévention des addictions, on a ce type de programme où, encore une fois, on va travailler des jeux de rôle et on va travailler collectivement des situations problématiques. Donc dans le champ des addictions, par exemple, ça va être la résistance à la pression des pairs. Et donc on va se mettre en scène. Et donc le fait de pouvoir observer ce que font les autres, de prendre du recul là-dessus, d'être soi-même dans la situation, d'expérimenter ce qui va pas, d'expérimenter autre chose et de voir que ça fonctionne. Voilà. Ça, ce sont des programmes de prévention qui ont également démontré leur efficacité dans tout un tas de pays et avec beaucoup de publications scientifiques et qui ont montré également leur efficacité en France sur la réduction des consommations d'alcool, tabac, cannabis, sur la réduction de l'initiation à ces consommations-là, sur l'amélioration du climat scolaire, par exemple. Donc il y a beaucoup de programmes comme ça qui sont développés dans les milieux de vie pour pouvoir soutenir le développement de compétences qui vont avoir une importance forte pour la santé mentale des individus. Alors on parle des parents, il y a aussi de l'éducation. Maintenant, il ne faut pas culpabiliser non plus, quand on parle par exemple des compétences, soutenir les compétences parentales. C'est quelque chose de compliqué. On n'a pas tous les mêmes contraintes et situations de vie. Voilà, qui fait qu'on va avoir des facteurs de stress extrêmement importants, qu'on va avoir moins de disponibilité éventuellement pour ces enfants. Mais ce qui est quand même important de constater, c'est que toutes les grandes études scientifiques, alors les méta-analyses, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs études, on les réanalyse ensemble, montrent qu'au-delà de la négligence ou même de la maltraitance, les comportements des parents dans l'enfance sont un des déterminants majeurs de la santé mentale et des troubles psychiatriques également à l'âge adulte. Et juste sur des grandes fonctions parentales que sont le contrôle et la supervision et le soutien affectif perçu, voilà, les données ont montré que, en règle générale, il faut avoir un contrôle modéré, voilà, et un soutien affectif et social élevé. Parce que les enfants, et notamment l'adolescence, l'idée c'est qu'ils deviennent autonomes. Donc il faut pouvoir leur laisser cet espace-là pour pouvoir faire leur quête et leur apprentissage de l'autonomie. Et puis évidemment, la situation la pire est un contrôle très élevé et puis un faible soutien social. Donc voilà, donc ça, ce sont des éléments qui sont travaillés, et notamment auprès de personnes ou de familles qui le demandent et qui sont en difficulté. Donc ça, c'est ce qu'on peut travailler en amont pour aller renforcer des facteurs de protection. Après, il y a toute la question de la détection précoce et de l'accompagnement précoce. Voilà, pour les raisons qu'on a données, avant que ça s'aggrave et que ça devienne compliqué à prendre en charge et à traiter. Mais là, ça demande des moyens également en aval de prise en charge, et notamment sur la psychothérapie. Voilà. Donc on a ça, et puis on a également, une fois que les gens vont pas bien, bon, il y a la qualité des soins, et puis on a également pas mal de dispositifs qui sont développés, notamment pour les jeunes, dans le champ de la prévention du suicide, voilà, qui ont montré une efficacité, notamment le dispositif Vigilance. Et là, ça fait partie des rares succès, on va dire, de dispositifs qui ont été imaginés et développés par le champ de la psychiatrie en France, sur la base d'exemples à l'étranger, mais qui sont allés adapter en fonction des publics. Et donc, ils ont organisé un dispositif de veille. C'est-à-dire que là où avant, finalement, on pouvait sortir de l'hôpital après avoir une tentative de suicide et selon les services, bénéficier ou non d'un suivi. Voilà. Là, il y a l'idée de pouvoir déployer au niveau national, à chaque fois que vous rentrez dans un hôpital, un établissement qui est partenaire de dispositif Vigilance, à la sortie, on vous donne une carte de ressources qui vous permet d'appeler en cas de crise tout de suite les cellules en question et qui va assurer un suivi du patient qui est sorti de l'hôpital pendant à peu près 1 an. Et donc là, ça va être même un suivi personnalisé. On va passer des coups de téléphone à certains moments précis. On va envoyer des cartes postales pour prendre des nouvelles.
Et là, les mécanismes d'action, c'est à la fois qu'on va en multipliant les interventions, on multiplie les chances d'intervenir à un moment de crise, voilà, et de pouvoir travailler ça. Et puis également, c'est ce que les psychiatres français ont appelé la clinique du souci. Donc c'est se soucier de l'autre, et ça c'est une dimension réparatrice qui est extrêmement importante. Et donc on a pu évaluer et on a pu démontrer une diminution de 38% des récidives suicidaires avec ce dispositif. Et ça, c'est un dispositif qui est en train de se déployer dans le système de droit commun, avec des fonds pérennes et qui est en train de se déployer dans toute la France. C'est rare que des interventions qui ont montré leur efficacité finalement réussissent à se déployer comme ça. Avoir cette mise à l'échelle. Voilà, largement dans le système de droit commun et avoir cette mise à l'échelle. Enguerrand du Rosquad, est-ce que ce que vous observez sur la population en général, sur la santé mentale, est-ce que ce sont des chiffres aussi que vous observez sur les jeunes, ou est-ce que les jeunes finalement représentent une population particulièrement vulnérable ? Alors oui, on a des enquêtes qui portent sur les 18 ans et plus, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, notamment d'autorisation, etc. Et puis, pour les jeunes, on fait notamment des enquêtes en milieu scolaire, au collège et au lycée. Alors, sur la population adulte, grosso modo, si on regarde un peu par rapport à avant la Covid, qui est un peu toujours notre point de référence pour pouvoir se comparer, si on regarde sur les troubles anxieux, il y a eu des augmentations, mais qui ont été finalement temporaires, liées à des crises aiguës, à la crise épidémique, etc. Et donc, quand on compare, par exemple, les données 2021 à 2017, finalement, on tombe à peu près sur les 12,5% qu'on avait déjà. Ce qui a augmenté, ce sont les conduites suicidaires, et en particulier les troubles dépressifs, où là, on a pu voir une augmentation de 3 points sur les 18 ans et plus, 18-75 ans. Mais là où on a eu 3 points d'augmentation au global de la population, on a observé 9 points d'augmentation chez les 18-24 ans. Donc, ce qui est absolument énorme. Ce qui fait que... alors, on va avoir des confirmations là, sur des données qui vont paraître à la fin de l'année, parce qu'on a une grosse enquête qu'on appelle le baromètre santé qui nous fournit ces données de prévalence-là. Et donc là, les dernières données dont on disposait étaient un comparatif 2017 et 2021. Et donc en 2021, on avait un jeune de 18 à 24 ans sur 5 concerné par un épisode dépressif caractérisé au cours de l'année, et une jeune femme sur 4. Donc ce qui est absolument énorme. On a pu également observer des augmentations sur les enquêtes, alors notamment si vous êtes intéressé par la santé des collégiens, des lycéens, il y a une enquête qui s'appelle En Classe, qui est une enquête représentative, donc qui est faite en milieu scolaire. On a pu là également observer une augmentation à la fois des pensées suicidaires, tentatives de suicide déclarées, et également de la dépression chez les collégiens et lycéens. Donc on a pu effectivement observer une augmentation beaucoup plus importante des troubles chez les jeunes, et notamment chez les moins de 25 ans. Alors on ne comprend pas complètement la situation, on a pu émettre un certain nombre d'hypothèses, notamment qu'à l'époque la Covid-19 avait peut-être eu un impact à des stades de développement importants pour les jeunes et les enfants, donc il n'y avait pas eu notamment les voyages scolaires qui sont... peut-être des occasions de socialisation. On a parlé de l'impact important des relations familiales et des parents, avec des parents aussi qui étaient stressés par cette situation. La difficulté vis-à-vis des études. Et notamment, on a pu observer ces augmentations de dépression au deuxième confinement, où les étudiants n'avaient pas eu le temps de rentrer dans leur famille, s'étaient retrouvés isolés, ne savaient pas ce qu'allaient donner leurs études, quelle allait être la valeur de leur diplôme, etc. Bon. Alors maintenant, on commence à être un peu à distance de la Covid-19 quand même, donc on voit que ce sont des chiffres qui se maintiennent, et donc ça nous interroge, évidemment. Alors peut-être qu'une partie du phénomène peut s'expliquer par justement cette libération de la parole, là où c'était déjà un tabou, et peut-être que ça le restera encore un peu sur des générations précédentes. Peut-être que c'est quelque chose qui est plus naturel, qui s'est libéré davantage du côté des jeunes, parce que finalement... Quand on fait l'étude de la prévalence, par exemple, des épisodes dépressifs, ça passe par des enquêtes, donc auprès directement des jeunes. Et donc, on leur passe un certain nombre d'échelles. Et donc, finalement, ce sont des symptômes, des états émotionnels qui sont déclarés. Voilà. Et donc, peut-être qu'il y a un effet d'ouverture de la parole qui fait que les jeunes sont plus enclins à déclarer des symptômes ou des états émotionnels négatifs dans nos enquêtes, et donc à avoir des scores de troubles plus élevés. Peut-être que quand on regarde les données également d'urgence ou d'hospitalisation, il y a une attention peut-être particulière des professionnels de santé qui font le codage sur des diagnostics de santé mentale qu'il n'y avait peut-être pas avant. Bon, donc ça peut s'expliquer, mais malgré tout,
ça ne nous semble pas satisfaisant pour expliquer l'entièreté de l'évolution et des augmentations. C'est un phénomène qu'on a retrouvé ailleurs également en Europe, particulièrement chez les jeunes. Donc il y a vraiment une interrogation pour mieux comprendre quelles sont les causes de ces augmentations pour pouvoir agir évidemment à la source et pas attendre qu'on ait des pathologies et qu'on soit plutôt sur le soin. Donc pour pouvoir agir en prévention. Alors là, on ne sait pas trop, pour le contexte français, est-ce qu'il y a des effets de réforme scolaire peut-être. On a pu voir quand même que le stress à l'école avait augmenté, donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de réformes peut-être qui ont pu contribuer à ça. Il y a la question des écrans, des réseaux sociaux. Mhm. La Covid a été un accélérateur incroyable, extrêmement important d'usage des écrans et des réseaux sociaux. Voilà, on sait que ce sont des environnements qui ne sont pas très sécures. Donc il y a sans doute également un impact de ce phénomène-là. Il y a dans le bien-être souvent ça dépend du passé, de ce qu'on a vécu, ça dépend de sa satisfaction de vie actuelle, et puis également de sa capacité à se projeter positivement dans l'avenir. Mhm. C'est vrai qu'on a aussi une situation internationale, qu'elle soit climatique, qu'elle soit au niveau des guerres, qui aide sans doute pas les jeunes à se projeter non plus. Voilà, on raconte peut-être pas une histoire très positive sur le futur non plus. Bon, voilà, donc il y a peut-être tous ces phénomènes qui ensemble jouent, mais on manque vraiment de travaux de recherche, voilà, pour aller identifier la contribution de ces différents facteurs à la dégradation et à la détérioration de la santé mentale des jeunes pour pouvoir agir dessus en termes de prévention. Sur, justement, vous parliez, voilà, ce qu'on donne à voir du futur. L'éco-anxiété, c'est quelque chose sur lesquels il commence à y avoir des travaux de recherche. Il y a des choses qui apparaissent dans finalement cette cause, en tout cas, ou cette explication peut-être de troubles de santé mentale. Ça fait partie effectivement de nouveaux indicateurs qui commencent à être élaborés, construits et mesurés. Mais voilà, à ma connaissance, on n'a pas encore là aujourd'hui de données épidémiologiques représentatives sur ces nouveaux phénomènes. Ce qu'on arrive à bien suivre, c'est les conduites suicidaires, ce sont les épisodes dépressifs caractérisés, ce sont également les états anxieux, parce que là on passe par des grandes enquêtes. Le reste, on arrive à l'approcher, et notamment pour des pathologies qui sont sévères, parce qu'on sait que si on regarde sur les 5 dernières années, ces personnes-là, à un moment ou à un autre, auront été hospitalisées. Mmh. Donc là, on peut faire également un petit peu des calculs de prévalence. Mais ce qu'on va récupérer des hôpitaux, ce sont des actes. Si vous prenez le suicide, par exemple, c'est phlébotomie. C'est pas suicide qui est mesuré. Bien Donc sûr. On est obligé de reconstruire par des indicateurs, etc. Donc déjà, on aura intérêt à consolider un système de surveillance de la santé mentale et sur l'ensemble des pathologies, voilà, qui est aujourd'hui encore un petit peu fragile. Donc il faudrait pouvoir développer ça et en même temps, effectivement, pouvoir développer des mesures de nouveaux indicateurs tels que les taux, l'éco-anxiété, par exemple, effectivement, dont on a pas mal parlé, mais on n'a pas de données, à ma connaissance, qui soient publiables et représentatives à l'échelle de la population. Et alors, vous avez évoqué avec nous un certain nombre d'interventions, dont certaines ont des résultats très prometteurs et vont être déployées. Ces interventions, comment Santé publique France les travaille, sur quelles ressources elle s'appuie, avec quels partenaires elle les met en œuvre ou elle se coordonne? Alors, déjà, le plus souvent, on intervient dans le cadre de plans de santé publique ou de stratégies nationales de santé, donc là qui sont élaborés par le ministère avec l'ensemble des partenaires qui à la fois produisent des données, qui ont des missions de prévention et de promotion de la santé. Donc ça peut être également les associations, les fédérations d'associations, les différentes administrations qui sont concernées. Évidemment, on va travailler avec l'éducation nationale, on va travailler avec la police, notamment sur la question des suicides. Donc nos interventions en général sont identifiées dans des plans de santé publique qui ont été travaillés en amont avec l'ensemble des partenaires et des institutions qui sont impliqués dans les questions de santé publique et de prévention. Et donc nous-mêmes, Santé publique France, on participe également à l'élaboration des plans de santé publique, à la fois en fournissant les données de surveillance et également en fournissant des recommandations sur les interventions susceptibles de produire une efficacité sur les problèmes rencontrés. Et donc une fois qu'on va mettre en œuvre les interventions, quand ce sont des interventions qui sont dans les milieux de vie, voilà, effectivement on passe par des partenariats avec les associations qui interviennent au sein des administrations dans lesquelles on va intervenir. Donc, ça peut être les maires, c'est les villes, ça peut être l'hôpital, ça peut être les crèches, la PMI, les écoles, etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Et puis, quand on va notamment construire des campagnes de communication, là, on s'appuie
voilà, sur l'ensemble du socle de connaissances disponibles et fourni par l'ensemble des partenaires et des contributeurs en termes de santé publique. On produit nos propres données également, qu'on va également recueillir sur des échantillons de la population. Et puis, on associe à nos travaux des groupes d'experts pour être sûr d'avoir mobilisé les meilleurs travaux scientifiques ou les meilleurs travaux d'expertise disponibles dans notre champ. Et puis, on va également s'appuyer sur des comités d'interface. Donc là, ce sont des représentants des différents corps professionnels, des différentes administrations également, des représentants de patients, de familles, des associatifs, pour s'assurer du fait que les orientations proposées fassent l'objet d'un consensus et éventuellement qu'on puisse les ajuster, parce qu'évidemment, on est au service de la population et on travaille avec l'argent public de tout un chacun. Donc ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante de travailler avec à la fois de la donnée scientifique, mais à la fois avec l'ensemble de la collectivité, des parties prenantes et de la société civile pour conduire nos interventions. D'accord, merci beaucoup. Enguerrand du Rosquad, dans cette émission, on a un rituel. L'invité précédent pose une question à l'invité du jour et puis vous-même ensuite une question à l'invité suivant. Et donc, pour vous, c'est le professeur Olivier Fan qui a une question. On l'écoute. Alors, j'ai une question intéressée, c'est que est-ce que on a un focus sur qu'est-ce qu'il y a par type d'addiction, des compétences assez spécifiques à développer pour les prévenir? Voilà, je te remercie de ta réponse. Alors effectivement, c'est une question difficile. Il y a peu de travaux qui nous donnent des éléments de réponse là-dessus. Et sur le travail autour des compétences psychosociales que les anglo-saxons appellent des compétences de vie, life skills. Donc c'est bien l'idée que ce sont des compétences qui sont assez génériques et qui vont avoir un impact sur un éventail important de comportements, par exemple, à risque. Maintenant, dans le champ des addictions en particulier, une des compétences qui est très fortement travaillée dans le cadre de jeux de rôle, ça va être la résistance à la pression des pairs. Voilà, parce que ce sont souvent, effectivement, les pairs qui vont avoir une influence sur la consommation de leurs amis. Donc ça fait partie des compétences qui sont très souvent travaillées dans le champ des addictions, et là, quel que soit le produit. Donc là, j'ai pas, à ma connaissance, d'éléments sur des compétences qui seraient spécifiques à un produit par rapport à un autre. Ça va être plutôt des compétences qui vont être les plus pertinentes en fonction des caractéristiques de la situation à risque. Voilà. Est-ce que c'est lié, finalement, ma consommation va être liée à une mauvaise gestion de mes émotions ? Est-ce qu'elle est plutôt liée à une mauvaise gestion d'une relation d'influence avec des amis qui va faire que je consomme? Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va réfléchir quelle est la meilleure compétence à travailler en fonction de la situation à risque de consommation d'un produit. Professeur Fan nous parlait notamment de la question de l'estime de soi, de l'esprit critique, voilà, qui sont effectivement des compétences qui sont clés. Tout à fait, dans les consommations. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est souvent travaillé également, c'est ce qu'on appelle les normes de consommation. C'est-à-dire que souvent, les consommateurs vont surestimer très nettement le pourcentage de pairs payés IRS qui consomment. Et finalement, quand on leur explique qu'en fait, c'est 5% des jeunes qui consomment, ça dénormalise un petit peu leur consommation. Ça leur fait se poser des questions intéressantes et souvent ça contribue également à la réduction des consommations ou à la prévention de l'initiation. Et non seulement le pourcentage de pairs qui consomment, mais aussi le niveau de consommation. Dans l'alcool, on a tendance à penser que mes copains étudiants consomment, boivent 9, 10 bières ou peut-être plus, j'ai aucune référence, alors qu'en fait le niveau n'est pas là et en travaillant sur cette croyance en une norme sociale, effectivement, ça peut... Oui, tout à fait. Ça a des impacts de révision un petit peu de la norme et donc de comparaison, ou en tout cas d'estimation du caractère raisonnable peut-être, ou en tout cas normal, ou hors norme de ma consommation. Effectivement, ça fait partie des leviers travaillés dans la prévention des addictions. Merci. Maintenant, c'est votre tour de poser une question à notre invité prochain. Donc, on recevra le mois prochain Lucas Fujard, qui est président de Nightline, association qui, du coup, utilise le pair à pair, notamment sur ces enjeux de santé mentale des étudiants. Quelles questions aimeriez-vous lui poser ? Déjà, le remercier pour ce qu'il fait. Effectivement, c'est partie
des associations qui sont développées pour aider les jeunes qui étaient en difficulté, notamment à l'occasion de la Covid. Donc c'est une association partenaire aussi de Santé publique France et vers laquelle on a pu renvoyer, notamment pendant la période de crise. Alors peut-être une question, puisque dans, on va dire, les appelants, ou en tout cas ceux qui utilisent Nightline, on a beaucoup de jeunes, par exemple de 18-24 ans. On a vu à quel point, en particulier sur ce segment de population, la santé mentale s'était détériorée. Et ce qui est très intéressant, notamment dans les appels qui peuvent être faits à des lignes d'appel, ça va être des éléments qualitatifs, par exemple. Et c'est vrai que dans les hypothèses ou la meilleure compréhension du mal-être, notamment des jeunes adultes, il y a peut-être des éléments tout à fait intéressants qui sont entendus, écoutés par les professionnels, par exemple de Nightline. Et donc, peut-être que je pourrais lui demander s'il y a éventuellement des projets de recherche ou en tout cas de la construction de jeux de données par rapport à leur activité qui pourraient permettre d'éclairer peut-être la santé publique et en particulier la santé mentale des jeunes adultes. Écoutez, parfait. Je pense qu'on a hâte d'entendre sa réponse. Tout à fait. Enguerrand du Squat, merci beaucoup pour cette intervention et ces échanges très précieux. Merci à tous de nous avoir suivis. Le mois prochain, dans Agir pour prévenir, le podcast de la Fondation April, nous aurons le plaisir de recevoir Lucas Fujard, président de l'association Nightline.